Merci. Alors, cet après-midi, on va s'intéresser à une question assez particulière qui porte sur une affection peu connue du grand public et même des médecins soignants, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Et je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Et je voudrais d'entrée remercier la communauté RIMA, donc le réseau d'échange des médecins d'Afrique, qui me donne cette opportunité inouïe de pouvoir partager avec les autres confrères par rapport à cette affection. En particulier, donc, je remercie le docteur Fassino Pascaline et je me dois de remercier une collègue, docteur Kapdan Kwaga Mlentarol, qui a confectionné les diapositives et lesquelles répondent à mes attentes. Je remercie également les auditeurs qui prennent de leur temps pour cette formation médicale continue. Alors, j'espère qu'à la fin de cette présentation, nous allons tous atteindre les objectifs suivants. Nous serons tous en mesure de définir ce que c'est que le syndrome d'apnée du sommeil. Nous serons tous en mesure de décrire une physiopathologie assez simplifiée de la maladie, être en mesure de reconnaître les signes de la maladie, décrire une démarche diagnostique pour le syndrome d'apnée du sommeil. À la fin de cette présentation, nous devons être en mesure également d'énumérer des complications du traitement de la maladie et énoncer les principes du traitement. Alors, je vais adopter, si vous le permettez, le plan classique. Donc, nous allons faire une introduction. Ensuite, nous allons, dans une première partie, dénommer généralité, passer en revue des rappels d'ordre anatomique et physiologique et surtout présenter la physiopathologie de la maladie, laquelle nous permettra de comprendre les signes de la maladie. On verra que ces signes sont polymorphes. Il nous faudra donc asseoir une démarche diagnostique qui va nous conduire au traitement et nous terminerons par une conclusion. Alors, d'entrée, nous dirons, pour définir que lorsqu'on parle d'apnée, tout simplement, c'est une interruption volontaire ou non de la respiration. Je peux décider de bloquer ma respiration volontairement. Vous avez des grands sportifs qui font de la plongée et qui font de la plongée en apnée. Dans le cas particulier de la maladie qui nous réunit cet après-midi, qui est le syndrome d'apnée du sommeil, il s'agit de survenue pendant le sommeil d'anomalies respiratoires marquées par une fermeture complète, on va appeler apnée, ou partielle, on va appeler hypopnée, de la respiration. Ces anomalies respiratoires qui surviennent de façon involontaire pendant le sommeil vont être responsables de troubles gazométriques. On va observer une diminution importante de la pression partielle en oxygène dans le sang circulant et cela va occasionner une perturbation significative de la qualité du sommeil qui va se manifester en journée par des symptômes. Alors, pourquoi est-ce que la communauté RIMA a tenu à ce qu'on parle de cette affection aujourd'hui? C'est d'abord parce que c'est une affection qui est peu connue, très peu connue. Déjà auprès de la population générale, mais même auprès des professionnels de santé. Nous avons fait au Togo et en Afrique, notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Bénin, et même au Congo-Brazzaville, des études qui portent sur les connaissances des professionnels de la santé sur cette affection. Et on s'est rendu compte qu'à peine le cinquième avait une connaissance même moyenne du syndrome d'apnée du sommeil. Le second intérêt est d'ordre diagnostic. Le diagnostic repose sur des laboratoires du sommeil. Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle des laboratoires de sommeil dans tous les hôpitaux parce que cette affection a été reconnue comme étant un enjeu de santé publique. Et pour mettre en place un laboratoire de sommeil, il faut des outils diagnostiques, il faut un personnel formé. Et comme toujours en Afrique subsaharienne, nous sommes à la traîne, on a, on a un faible plateau technique et on n'a pas suffisamment de personnel formé pour prendre en charge les pathologies respiratoires liées au sommeil. Le troisième intérêt, qui n'est pas des moindres, c'est un intérêt pronostic, car cette affection va être responsable de répercussions socio-professionnelles assez importantes, pouvant aller en Europe, il y a eu des cas de divorce à cause de cette affection, et surtout, ce qu'il faut craindre, ce sont les accidents de la circulation, hein, qui vont mettre en jeu non seulement
le conducteur, le patient, mais également les autres usagers de la route. Et il y a des complications médicales d'ordre neurocardiovasculaire que nous allons développer au fur et à mesure. Alors, un peu d'historique. Il faut savoir que les premières descriptions de cette maladie ont été faites depuis 1950. Hein. 1950, il y avait un sujet assez très obèse qu'on appelait Fat Joe, qui faisait l'objet de railleries, de moqueries, parce qu'il était constamment en proie à des accès de somnolence irrésistibles. Et cela a valu le nom du syndrome de Pickwick. Et c'est en 1965 que un Français, Henri Gastaud, a mis en évidence les pauses respiratoires liées à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et il faut dire que c'est Christian Guilleminot, un neurologue français, qui a véritablement élucidé la physiopathologie du syndrome d'apnée du sommeil, et ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre aisément la maladie. L'appareil de référence, qui est la pression positive continue, a été développé en 1981 par un Australien qui est Christian Sullivan. Donc, au plan épidémiologique, c'est une affection, selon la littérature, qui serait de l'ordre de 5%. Et en population générale, ça varie entre 1% et 5%, mais dans des populations particulières, notamment sur les insuffisances cardiaques, ça peut être à 30%. Au Togo, sur les sujets obèses, une étude a été faite, on s'est rendu compte que la prévalence de la maladie était de l'ordre de 21%. Il faut noter que cette affection est en augmentation, surtout en parallèle à l'épidémie des troubles de la corpulence, notamment le surpoids et l'obésité. Il est question de deux fonctions importantes de notre organisme, la fonction du sommeil et la fonction respiratoire. J'aimerais vous demander pourquoi est-ce que nous dormons? C'est une question à laquelle que nous ne sommes pratiquement jamais posés, puisque pour nous, c'est normal de dormir. On estime qu'à 60 ans, on aura dormi à peu près 20 ans, c'est-à-dire que le sommeil représente le tiers de notre vie. Donc, c'est une fonction importante qui permet de réguler les différentes fonctions de notre organisme. Et plus dans le passé, on s'intéressait surtout à savoir combien de temps est-ce qu'il fallait dormir. Est-ce qu'il fallait dormir 6 heures par jour? Est-ce qu'il fallait dormir 8 heures, 9 heures ou 10 heures? Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, plus que la qualité, ce qui est important, c'est plus que la quantité, ce qui est important, c'est la qualité du sommeil. On peut dormir 8 heures de temps, mais avoir un sommeil de mauvaise qualité, contrairement à quelqu'un qui va dormir pendant 4 heures de temps et avoir un très bon sommeil de très bonne qualité. Donc, ce n'est pas seulement la quantité de sommeil qui est importante, mais c'est surtout la qualité du sommeil qui est importante. Et le sommeil est un phénomène qui va se dérouler en plusieurs cycles. On appelle ça les cycles du sommeil. Et chaque cycle va se dérouler en plusieurs phases. Vous avez ce qu'on appelle la phase d'endormissement, qui va être suivie de la phase de sommeil lent léger. Ensuite vient la phase de sommeil lent profond et on tombe dans la quatrième phase, qui est la phase du sommeil paradoxal, au cours de laquelle vont survenir les rêves. Donc, le sommeil, ces différentes phases-là doivent se faire de façon successive. De façon successive. Donc, le patient, lorsqu'un sujet dort, lorsqu'il s'endort, doit venir ensuite la phase de sommeil lent léger, ensuite la phase de sommeil lent profond, et enfin la phase de sommeil lent, du sommeil paradoxal. Un cycle de sommeil va durer à peu près autour de 90 minutes, 1h47 et 1h30 minutes, et le cycle recommence. Donc, au cours d'une nuit, en fonction de la durée du sommeil, on va avoir 2 cycles, 3 cycles ou 4 cycles de sommeil. Il faut noter dès maintenant que lorsque le sujet est par exemple, à la phase 1, il est passé à la phase 2, il s'apprête à passer à la phase 3 et qu'il y a quelque chose qui interrompt le sommeil, par exemple, quand il a été réveillé, quand il va se rendormir, il va recommencer à la phase 1, à la phase d'endormissement.
cette phase va être certainement beaucoup plus courte que s'il venait maintenant de se coucher, mais à partir du moment où le sommeil est interrompu à un niveau, le sommeil reprend à zéro. Et lorsqu'on a eu un sommeil de bonne qualité, mais on aura tous les bénéfices escomptés d'un bon sommeil. Et ces bénéfices-là, c'est quoi? C'est qu'on va se réveiller en forme, tout frais, de bonne humeur, énergique, prêt à affronter la journée. Et il faut noter que c'est au cours du sommeil également que se produisent les processus de réparation. La cicatrisation se déroule essentiellement au cours du sommeil. C'est pour ça que vous allez apprendre. Il y a des grands maîtres qui disaient que on guérit plus rapidement sur lorsque l'organisme est au repos. Et c'est également au cours du sommeil que nous enregistrons tout ce que nous avons appris au cours de la journée. Et ça, j'aime à le répéter aux étudiants parce que lorsque, à la veille de l'examen, on voit des étudiants qui vont vouloir veiller pour apprendre leurs leçons et le lendemain, devant l'épreuve, ils ont des blocages tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu une nuit de sommeil pour mémoriser tout ce qu'ils ont appris. Donc, il vaut mieux apprendre et réviser au dernier moment plutôt que d'attendre le dernier moment pour apprendre les cours. La seconde fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction respiratoire. Je vais être simple ici. Lorsque nous respirons, il y a bien entendu le diaphragme, qui est le principal muscle respiratoire qui va intervenir au cours de la respiration. Mais il y a surtout qu'on doit avoir une perméabilité des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire une liberté de ces voies aériennes par où va passer l'air. Donc, il ne doit pas avoir d'obstacle sur le passage sur l'arbre trachéobronchique depuis les voies aériennes supérieures jusqu'aux voies aériennes inférieures. L'air doit pouvoir trouver son passage pour parvenir au niveau des alvéoles, apporter de l'oxygène au poumon et pouvoir en ressortir en nous débarrassant du CO2. Les voies aériennes supérieures sont maintenues par deux types de muscles antagonistes. Vous savez ce qu'on appelle les muscles dilatateurs qui vont permettre l'ouverture des voies aériennes supérieures et des muscles qui vont s'opposer, qui vont vouloir entraîner une fermeture de ces voies aériennes supérieures-là. Et il y a un nerf important qui est le nerf hypoglosse qui va essayer de maintenir l'équilibre entre l'ouverture et la fermeture des voies aériennes supérieures. Donc, au cours du sommeil, la respiration va subir une petite modification. Au moment du sommeil lent léger, on va avoir une instabilité ventilatoire avec une respiration périodique. Lorsque le sujet rentre dans la phase du sommeil lent profond, la respiration va redevenir régulière avec une ventilation globale qui va légèrement diminuer. Et lorsqu'il passe dans la phase du sommeil paradoxal, la respiration devient plus ou moins irrégulière avec de petites apnées assez courtes de l'ordre de 2 à 3 secondes. Donc, on doit, normalement, même lorsqu'on est endormi, il doit avoir un équilibre entre les phénomènes qui vont être responsables du collapsus pharyngé et ceux-là qui vont s'opposer à ce collapsus, c'est-à-dire à l'action des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. En d'autres termes, en permanence, qu'on soit éveillé ou à l'état de sommeil, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre les forces occlusives et les forces dilatatrices. Si les forces occlusives prennent le dessus sur les forces dilatatrices, il va s'ensuivre une obstruction des voies aériennes supérieures. Cela nous permet d'entrer dans la physiopathologie du syndrome d'apnée du sommeil. On se demande qu'est-ce qui donc se passe chez ces patients apnéiques au cours de leur sommeil. Alors, eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Il y a les facteurs mécaniques, notamment les anomalies des voies aériennes supérieures qui sont développées ultérieurement, et surtout les dépôts graisseux au niveau des voies aériennes supérieures qui vont être responsables d'un rétrécissement des voies aériennes supérieures. On a également des phénomènes, des facteurs fonctionnels, notamment l'augmentation de la compliance des voies aériennes supérieures, qui vont se voir surtout chez les sujets âgés, lorsqu'on atteint un certain âge, de la même façon que on observe le sujet âgé avec des rides. Chez ces personnes-là,
il y a une perte de la tonicité des muscles et donc forcément des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures qui vont avoir tendance à être inférieurs aux forces occlusives, ce qui va entraîner l'occlusion. Et puis, il y a un troisième type de facteurs qui sont des facteurs fonctionnels centraux qui vont être responsables d'une instabilité de la composante ventilatoire centrale, notamment chez les patients qui ont souffert d'accident vasculaire cérébral ou qui ont une insuffisance cardiaque décompensée. Donc, en résumé, on a des facteurs anatomiques mécaniques, notamment lorsqu'il y a la langue, la base de la langue est assez volumineuse, elle va constituer un obstacle, elle va obstruer l'arrière-bouche et donc constituer un obstacle au niveau de l'oropharynx. Lorsqu'il y a un obstacle à type d'augmentation des amygdales, surtout chez les enfants, ou bien de végétation adénoïde au niveau toujours des voies aériennes supérieures, cela va constituer un obstacle au passage de l'air. Il y a des malformations également crânio-faciales, notamment ce qu'on appelle la retourniatie, lorsque le menton est décalé vers l'arrière ou lorsque le sujet a un petit menton qu'on appelle l'hypognathie. Donc, c'est autant de facteurs anatomiques qui peuvent être responsables d'une réduction anatomique du calibre des voies aériennes supérieures à l'état d'éveil, mais surtout pendant le sommeil. Les facteurs fonctionnels occlusifs vont être dus à la perte de la tonicité des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures lorsque le sujet va prendre de l'âge, ou bien encore lorsque le sujet va être victime de certaines anomalies, notamment la myopathie de Duchenne. Et il y a des facteurs fonctionnels centraux. On a dit tout à l'heure, les patients qui ont des problèmes, qui ont une insuffisance cardiaque globale décompensée, qui ont un accident vasculaire cérébral, ces patients-là auront du mal à contrôler leur ventilation. Et tout ça va aboutir à la fermeture totale, apnée ou partielle hypopnée des voies aériennes supérieures. Alors, le sujet normal qui ne souffre pas d'apnée du sommeil, d'apnée obstructive du sommeil, lorsqu'il s'endort, le calibre des voies aériennes supérieures doit être constante et régulière, comme sur cette diapositive. Et chez les patients, certains patients, ils vont présenter ce qu'on appelle une résistance des voies aériennes supérieures due à une diminution du calibre des voies aériennes supérieures. Chez le patient apnéique, cette diminution du calibre va être assez importante, de plus de 50%, et être responsable d'anomalies respiratoires qu'on va appeler hypopnée. Et lorsque l'obstruction, la fermeture est complète, l'air ne passe plus. Comme objectivé sur cette diapositive, il y a un blocage de l'air. L'air qui rentre par le nez, aussi bien par les fosses nasales que par la bouche, ne passe pas, puisqu'il y a une obstruction complète qui est l'apnée. Alors, il faut noter que chez les grands apnéiques, ces patients auront tendance à avoir une respiration buccale, justement parce que le passage naturel qui est les fosses nasales va retrouver un obstacle. Donc, le patient, de façon inconsciente, va avoir tendance à avoir une respiration dite buccale. Alors, de façon simplifiée, lorsqu'il y a une perte de la tonicité musculaire, lorsque les forces occlusives ont pris le dessus sur les forces dilatatrices, il va s'en suivre un collapsus des voies aériennes supérieures. Ce collapsus des voies aériennes supérieures, donc cette fermeture des voies aériennes supérieures, progressivement va être responsable d'hypopnée au départ, et puis lorsque l'obstruction sera complète, on va avoir une apnée. Ces anomalies respiratoires, hypopnée et apnée due au collapsus des voies aériennes supérieures va entraîner des troubles gazométriques à type d'hypoxémie et d'hypercapnie. La concentration en oxygène dans le sang circulant va diminuer, tandis que le mauvais gaz qui est le CO2 va augmenter. Cela va de soi, puisqu'il y a une interruption de la respiration. Il faut noter que le cerveau est très sensible à l'hypercapnie. À partir du moment où la concentration en CO2 devient exagérée, le patient va le ressentir et on va assister au départ à une augmentation de l'effort ventilatoire qui va être inefficace
Et c'est surtout ce qu'on appelle des micro-éveils. Le patient ne s'en rend pas compte, mais il va se réveiller pendant des fractions de secondes. Et pendant cette fraction de seconde-là, le cerveau reprend le contrôle, permet l'ouverture des voies aériennes supérieures pour que l'air puisse entrer riche en oxygène et sortir en CO2. Seulement, lorsque ce micro-éveil il est de courte durée, le patient va se rendormir, donc il va repasser en phase en phase d'endormissement, en phase de sommeil léger, dès l'instant que les troubles surviennent de nouveau, mais il va se réveiller encore. Donc, plus le patient va faire des apnées hypopnées, plus le patient va avoir des anomalies, des micro-éveils. Et ces micro-éveils-là vont complètement perturber l'architecture du sommeil. Complètement. Donc, c'est un patient qui va pratiquement pas arriver au stade de sommeil paradoxal. Et donc, il n'aura pas un cycle de sommeil normal, il n'aura pas un sommeil de bonne qualité. Alors, la fragmentation du sommeil va être considérée par l'organisme comme étant une dette du sommeil. Et donc, qui dit dette de sommeil, dit, quand on a une dette, il faut payer la dette. Et cette dette de sommeil, là, va se payer par une somnolence diurne. Le malade va avoir tendance à s'endormir sans pouvoir contrôler. Et à la longue, on va assister à des complications d'ordre cardiovasculaire et métabolique que nous allons développer tout à l'heure. Alors, donc, on disait que les phénomènes d'hypoxémie vont entraîner un stress oxydatif qui vont entraîner des micro-éveils pour permettre la réoxygénation de l'organisme. Et tout cela va entraîner des désordres métaboliques que nous allons voir tout à l'heure, avec comme complications des complications cardiovasculaires, neurovasculaires et des complications métaboliques. Alors, je vais m'attarder un peu sur cette diapositive en partant de ce d'ici. Donc, on va prendre un sujet qui est sédentaire, qui a une mauvaise alimentation, avec un apport nutritionnel qui est supérieur aux dépenses. Donc, c'est quelqu'un qui s'alimente beaucoup, mais qui fait peu d'exercice. Donc, les apports sont supérieurs. La balance est en faveur des apports. Donc, il a beaucoup de, de graisse à emmagasiner. Conséquence, on a une obésité viscérale, en particulier au niveau de l'abdominal, donc l'obésité abdominale, et un dépôt de graisse au niveau du cou. Ces facteurs mécaniques vont être à l'origine d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Cette maladie va être responsable de phénomènes d'hypoxie intermittente. Donc, les troubles gazométriques qui vont se répéter vont entraîner une hyperactivité du système sympathique avec augmentation des catécholamines. Cette hyperactivité sympathique va être responsable de poussées hypertensives et d'accélération de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que lorsque le patient est en hypoxémie, le stress oxydatif va stimuler le système nerveux sympathique qui, lui, va avoir tendance à augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Parce que l'organisme se dit, si j'augmente la fréquence cardiaque, si j'augmente la pression la pression sanguine dans les vaisseaux, je vais apporter un peu plus d'oxygène au cerveau. Sauf que en augmentant la fréquence cardiaque, en augmentant la pression artérielle, il apporte certes un peu plus d'oxygène au cerveau, mais il apporte aussi un peu plus de CO2 au cerveau. Et donc, le cerveau, lui, va souffrir davantage de cette intoxication. De la même façon, pendant ce temps, l'hyperactivité sympathique va entraîner une insulinorésistance qui, à la longue, va entraîner une intolérance au glucose et c'est comme ça que va s'installer le patient va devenir diabétique. L'hyperactivité sympathique va entraîner des troubles hormonaux sur deux hormones de l'appétit, la leptine et la ghreline. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est elle qui, lorsque nous consommons, lorsque nous alimentons, qui, à un moment donné, lorsqu'elle est élevée dans le sang, va dire, ah,
je suis rassasié. La gréline, c'est l'hormone inverse qui, elle, va plutôt stimuler l'appétit. Donc, on observe qu'il y a une diminution de la concentration de la leptine, donc une diminution de la perception de satiété, et à l'inverse, il y a une augmentation de la gréline et donc une augmentation de la sensation de faim. En conséquence, le sujet va avoir tendance à être boulimique, il va avoir des comportements alimentaires qui vont favoriser, entretenir l'obésité. Le patient diabétique, du fait de l'hyperinsulinémie, va avoir d'autres complications parce que l'hyperglycémie et l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires vont entraîner une augmentation dans le sang circulant du cholestérol et des triglycérides. La conséquence va être le développement de graisse au niveau viscéral, notamment au niveau de l'abdomen, au niveau du cou, et va constituer un facteur de risque cardiovasculaire qui va entretenir, le, le, qui va entretenir les complications cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque. Alors, il faut noter également que lorsque le cœur, l'activité cardiaque augmente pendant le sommeil du fait des troubles gazométriques, l'augmentation du cœur va entraîner une libération du peptide natrique urétique qui va aller agir au niveau des reins, inhiber l'hormone antidiurétique et provoquer une nicturie. Donc, le patient aura tendance à se réveiller la nuit pour aller uriner. De façon globale, à la longue, si le patient n'est pas rapidement pris en charge, il va s'installer des complications d'ordre métabolique telles que le diabète, tel que le syndrome métabolique qui associe l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. Il va s'installer une augmentation du poids, donc une obésité, et va s'installer également une dysfonction érectile. Les complications cardiovasculaires, c'est essentiellement l'hypertension artérielle, ce sont les troubles du rythme cardiaque, donc une arythmie cardiaque, ce sont les risques d'accident vasculaire cérébral, ce sont l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque. Et les complications socio-professionnelles qui sont d'ordre comportemental, c'est un patient qui va avoir tendance à être irritable, qui aura des problèmes pour se concentrer et qui va être dépressif. Et on va noter également un vieillissement prématuré de la personne. Alors, cela nous permet de comprendre les signes de la maladie. Et pour ce faire, nous avons pris un type de description qui est le syndrome d'appui-sommeil de l'adulte jeune. Et ensuite, nous allons voir quelques formes cliniques. Dans quelles circonstances est-ce que le diagnostic est fait? C'est souvent devant des signes fonctionnels diurnes ou nocturnes. Ça, c'est en Europe. Dans notre contexte, c'est surtout devant des complications médicales. C'est lorsqu'un patient a fait un investissement vasculaire cérébral ischémique, lorsqu'un patient a une hypertension artérielle rebelle au traitement, lorsqu'un patient a des accidents de la voie publique ou un accident de travail à répétition va être adressé en consultation pour prise en charge. Ces signes fonctionnels sont de deux ordres. On a ce qu'on appelle les signes nocturnes. Les signes nocturnes, c'est vrai, on parle de nuit, mais quand on parle de signes nocturnes, ce sont les signes qui se manifestent pendant le sommeil. Ces signes-là sont rapportés le plus souvent par l'entourage. Le patient, quand il est endormi, n'a pas véritablement conscience de ce qui se passe pendant le sommeil. C'est surtout l'entourage qui est à même de décrire les symptômes et c'est parfois même l'entourage qui, inquiet devant ces symptômes nocturnes-là, vont motiver le patient à se présenter en consultation. La seconde catégorie de signes, ce sont les signes diurnes, ce sont les signes qui se manifestent à l'état d'éveil et que le patient va rapporter lui-même. Il faut noter que lorsque il y a, il y a une forte prédominance des signes nocturnes et très peu de signes diurnes, cela peut constituer un retard diagnostique parce que le patient, n'étant pas gêné par des signes, des symptômes diurnes, ne va pas forcément se présenter en consultation. Lorsque le patient vient de lui-même, le plus souvent, c'est qu'il a des symptômes diurnes qui commencent à avoir des répercussions assez négatives sur sa vie socio-professionnelle. Alors, ces symptômes-là
sont donc pour les symptômes nocturnes, des ronflements, des pauses respiratoires, des réveils en sursaut, le patient qui va avoir un sommeil plutôt agité, qui va faire souvent des cauchemars, hein, puisqu'il n'atteint pas le sommeil paradoxal pour avoir des rêves. Donc, à l'inverse, il va avoir des cauchemars. C'est ce patient-là qui va avoir une incontinence salivaire, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à baver, puisqu'il y a une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures. Il va avoir tendance à avoir des sueurs nocturnes liées à l'hypercapnie. Il va se réveiller plus de 2 fois la nuit pour aller uriner. C'est ce qu'on appelle la nicturie. Et dans certains cas, on a des troubles du sommeil à type d'insomnie. Les symptômes qui vont être rapportés par le malade lui-même, qu'on appelle symptômes diurnes, ce sont le sommeil non réparateur. C'est ce malade-là qui se réveille et qui a l'impression de ne pas avoir bien dormi. Il peut se réveiller à 5 heures du matin, il doit aller au boulot, quitter la maison à 7 heures, mais il va être toujours en retard parce qu'il n'a pas eu un bon sommeil, parce que parfois il se réveille et il se rendort pour quelques minutes. Il va se réveiller avec des maux de tête, des céphalées, il est fatigué, il est tout le temps fatigué, tout le temps fatigué, et cela va l'amener à prendre avoir deux comportements, à prendre d'une part des vitamines, il va se doper de vitamines, il va avoir tendance à prendre des somnifères la nuit, parce que lui, il se dit qu'il n'a pas bien dormi. Donc, comme il n'a pas bien dormi, il faut qu'il prenne des somnifères pour dormir profondément et se réveiller en forme. Or, c'est un comportement à risque. On a vu tout à l'heure que le patient, ce qui sauve le patient en réalité, ce sont les micro-éveils. Ce sont les micro-éveils qui lui permettent d'échapper un temps soit peu aux troubles gazométriques que sont l'hypoxie et l'hypoxémie et l'hypercapnie. Donc, si le patient supprime ces micro-éveils en prenant des somnifères, vous voyez qu'il peut mourir. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui décèdent pendant le sommeil parce qu'ils ont pris ils sont des patients qui souffraient du syndrome d'apnée du sommeil, qui n'a pas été diagnostiqué, qui est méconnu, et qui ont pris des somnifères pour dormir. Ces patients vont avoir également des troubles de l'humeur du comportement. Ce sont des patients qui, pour la plupart, sont irritables. Donc, la moindre blague à leur endroit peut les irriter. Puisqu'ils n'ont pas dormi, ils ont les nerfs à fleur de peau. Ils n'ont pas bien dormi. Donc, le cerveau n'a pas pu enregistrer ce que le sujet a appris au cours de la journée dans le disque dur. Donc, il va avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. C'est ce chef d'entreprise qui va appeler la secrétaire. Celle-ci va venir plusieurs fois et il ne sait plus pourquoi elle a appelé. Elle va repartir, il va la rappeler et c'est difficilement qu'il va se souvenir de ce pourquoi elle a appelé. Il va rencontrer quelqu'un qui va le saluer chaleureusement, mais il ne le reconnaît pas. Donc, il va jouer le jeu et après, il va se demander qui est cette personne, où est-ce que je la connais. L'autre symptôme qui n'est pas des moindres, c'est la baisse de la libido, voire l'impuissance sexuelle. Et ça, c'est un symptôme qui n'est pas toujours rapporté en consultation pneumo ou en consultation du sommeil. Mais il faut noter que lorsque les femmes commencent à se plaindre des ronflements exagérés des hommes, ce n'est pas les ronflements qui les dérangent. Parce que les ronflements, à un moment donné, les femmes s'y habituent. Ce qui les dérange, c'est la baisse des performances sexuelles. C'est cet homme-là qui ne la désire plus. Elle ne se sent plus désirée et elle va aller accuser à tort ou peut-être à raison son mari d'infidélité. Et l'autre symptôme, c'est le déclin professionnel. C'est ce patient-là qui n'est plus assez performant au service et cela peut poser des problèmes avec ses collaborateurs et même avec sa hiérarchie. Alors, les ronflements sont particuliers. Ce sont des ronflements qui sont pratiquement quotidiens. Donc, chaque fois que le sujet s'endort, il va ronfler. Et cela peut être d'intensité assez variable. Ça peut être positionnel ou non, c'est-à-dire que ça peut survenir essentiellement lorsqu'on dort dans une position particulière et le plus souvent, c'est lorsque le sujet dort sur le dos. C'est un ronflement positionnel. Ces ronflements sont irréguliers en termes d'intensité parce que interrompus par moments par des pauses respiratoires. Et ils vont être responsables surtout
d'une chaîne sociale. Ils vont empêcher l'entourage de dormir. Il y a des patients qui vont venir et ils vont dire, par exemple, que lorsque l'épouse va dire que lorsque mon mari s'endort, vous pouvez entendre même jusqu'à la porte. Et ces ronflements-là vont être associés à une incontinence salivaire. C'est un patient qui va avoir tendance à baver. J'ai mis là une radio, enfin une vidéo pour montrer un peu les différents types de ronflement. Mais malheureusement, en mode diaporama, je me rends compte que ce n'est pas possible. Peut-être qu'à la fin, on pourra entendre les différents types de ronflement. Ah, ok. Donc, ces anomalies ont été objectivées à la nosofibroscopie. Donc, c'est un examen qui se fait chez un patient chez qui on induit un sommeil. Et pendant son sommeil, on va procéder à une nosofibroscopie pour aller déterminer ou identifier le niveau d'obstruction des voies aériennes supérieures au cours du sommeil. Donc, en ce qui concerne la somnolence diurne excessive, le patient, certes, va vous dire qu'il a tendance à somnoler, mais il y a des questionnaires qui permettent d'évaluer cette somnolence diurne, notamment les chefs d'Epworth ou encore l'agenda du sommeil. Alors, les chefs d'Epworth, c'est un questionnaire euh, qui est administré au patient. C'est le patient qui surtout administre le questionnaire. Donc, on lui remet le questionnaire et on lui explique qu'il doit imaginer ces situations-là dans la journée. Et il va déterminer le risque pour lui de s'endormir. Est-ce que si le risque est nul, s'il n'y a aucun risque, c'est zéro. S'il y a un faible risque de s'endormir, il va noter 1. Si le risque est plutôt moyen, il va noter 2. Et si à coup sûr, il va somnoler, il va noter 3. Donc, ces questions, c'est est-ce que pendant que vous êtes occupé à lire un document, est-ce qu'il y a un risque de somnoler ou pas? Donc, si c'est 0, si c'est aucune chance, c'est 0. Si c'est sûr qu'il va s'endormir, c'est 3. Est-ce que devant la télévision, il y a un risque de somnolence? Est-ce que s'il est inactif dans le public, par exemple à l'église, à une réunion, est-ce qu'il y a un risque de somnolence? S'il est passager depuis au moins 1 heure dans un véhicule, est-ce qu'il va somnoler? S'il est assis, euh, s'il est allongé pour faire une sieste, est-ce qu'il va somnoler ou bien il va s'endormir carrément? Est-ce qu'il lui arrive, par exemple, de somnoler en conversant avec quelqu'un? Moi j'ai eu parfois un jour un patient qui me disait que il est commerçant au grand marché et une fois, même en comptant l'argent, il a somnolé. Et c'est comme ça qu'il a été victime de vol à plusieurs reprises parce que il lui arrive de somnoler même en comptant l'argent. Donc, à la fin, on va faire le total des points obtenus. Et si le score est supérieur à 10, à coup sûr, enfin, à coup sûr, c'est que on peut dire de façon objective qu'il y a une somnolence d'une excessive. Dans le cas du syndrome d'apnée du sommeil, le score d'Epworth, en général, est compris entre 10 et 15. On va dire entre 10 et 14. Mais si le score est supérieur à 15, ça veut dire qu'il y a une somnolence véritablement hyper excessive.
là, il faut craindre d'autres affections neurologiques, notamment ce qu'on appelle la narcolepsie. Alors, il a été démontré que l'échelle d'Epworth est assez corrélée quand même avec la sévérité du syndrome du sommeil. Mais il y a des patients qui peuvent avoir des apnées de sommeil sévères et qui ne sont pas véritablement somnolents. Donc, ils peuvent avoir un Epworth enfin, non significatif. Mais l'Epworth nous permet quand même de pouvoir objectiver ou non une somnolence diurne excessive. Mais il faut noter également qu'il y a aussi des patients qui peuvent banaliser ou bien qui, à un moment donné, ont adopté, surtout ceux qui, sont qui ont une profession libérale, parce que eux, quand ils ont une profession libérale, ils peuvent se permettre, par exemple, d'aller au service à 9 h, à 10 h. Ils prennent le temps de se refaire un petit sommeil le matin avant d'aller au boulot. Donc, ils vont être, quand on leur demande s'ils sont somnolents ou pas, ils vont avoir tendance à sous-estimer le symptôme. Ou alors, ce sont des patients qui ont pris l'habitude d'avoir des siestes. Et quand ils arrivent à faire la sieste, dès qu'ils sont midi, ils font leur sieste de 45 minutes, d'une heure de temps, et puis ça leur remet en forme. La somnolence aussi doit être appréciée par rapport à l'activité. Est-ce que c'est une somnolence passive, c'est lorsque le sujet ne fait rien qu'il a tendance à somnoler, ou bien est-ce que la somnolence est active? Est-ce que même en faisant une activité, le sommeil peut survenir? Moi, par exemple, on va dire que le premier patient qu'on a eu au Togo à diagnostiquer, c'est un patient qui a été responsable de 4 accidents de la circulation en un mois parce qu'il était au volant et au volant, il a somnolé. Il a somnolé. Au départ, bon, on a commencé à accuser les tantes, les grands-mères, les gens du village parce que ça a coïncidé avec une promotion au service. Donc ça, c'est une somnolence qui est active. Le sujet est en activité et malgré ça, il est somnolent. Il y a certains patients également qui vont venir parce que la somnolence va survenir au cours de réunions. Donc, ils sont en pleine réunion ou ils sont passifs. Surtout si la réunion ne les intéresse pas trop, ils vont se mettre à somnoler et ça va les embarrasser parce qu'à partir du moment où ils se mettent à somnoler, il y a les ronflements qui suivent et puis ça indispose aussi bien les collègues et ça les met en difficulté vis-à-vis de leur hiérarchie. Donc, il y a un autre outil qu'on peut utiliser pour apprécier aussi la somnolence. La somnolence diurne, c'est ce qu'on appelle la somnolence du sommeil. C'est un agenda qu'on donne aux patients et on lui donne des instructions. On lui dit par exemple, OK, si vous avez des accès de sommeil, par exemple, vous les notez, l'heure à laquelle vous avez ces accès-là par une étoile. Et si vous avez dormi, vous essayez de noter à peu près le temps de sommeil, de quelle heure à quelle heure. Et le soir, quand vous allez pour vous coucher, vous marquez une flèche vers le bas. Le matin au réveil, quand vous allez vous réveiller, vous marquez une flèche vers le haut. Et si vous avez eu certains comportements, par exemple, prise de thé, de café, de tabac, il faut noter les heures auxquelles vous avez pris ça. Et s'il y a d'autres anomalies qui surviennent, il faut d'abord le noter sur l'agenda. Il faut dire que c'est assez fastidieux parce que on remet ça au patient, il va le faire sur une semaine, 2 semaines, il vous rapporte ça et puis vous allez procéder à la lecture de ces comportements de sommeil. Donc, une fois que j'ai recensé les différents symptômes de la maladie, je vais m'intéresser aux antécédents du patient. Je vais m'intéresser surtout à l'intoxication tabagique parce que le tabac, le tabac va être responsable, même sur le sujet qui n'est pas particulièrement obèse, va être responsable d'une inflammation locale au niveau des voies aériennes supérieures qui peut constituer donc des obstacles et favoriser l'obstruction des voies aériennes supérieures chez le malade au cours du sommeil. L'ingestion de boissons alcoolisées également doit nous intéresser parce qu'un patient qui a tendance à prendre de l'alcool le soir, au coucher, juste avant le sommeil, la boisson va avoir, la prise d'alcool va avoir le même effet que la prise de médicaments, notamment des somnifères, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Hein, ils vont agir, ils vont avoir un effet inhibiteur sur le système nerveux central et vont avoir tendance à bloquer donc les micro-éveils. On va s'enquérir des comorbidités. Est-ce que le patient est hypertendu, connu ou pas? Si oui,
sous quel médicament est-il, est-ce qu'il est équilibré ou pas. Pareil pour le diabète, est-ce qu'il est, depuis quand est-ce qu'il est diabétique, sous quel médicament est-il, est-ce qu'il a un syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est une association d'obésité, hypertension artérielle, diabète et ou dyslipidémie. Et on va également voir est-ce que le patient a été victime d'un accident vasculaire cérébral. On va s'intéresser à sa vie socio-professionnelle. Est-ce qu'il a déjà eu des accidents de la circulation? Si oui, est-ce qu'il était responsable de l'accident? Si oui, est-ce que cela a été lié à un accès de somnolence? Pareil pour le travail, est-ce qu'il a déjà eu des accidents de travail? Et puis, on va s'intéresser à la famille. Est-ce qu'il y a une notion de roncopathie familiale? Est-ce que dans la famille, les parents, il y a papa, maman, est-ce qu'il y en a qui ronflaient? Est-ce que parmi les frères et sœurs, il y en a qui ronflaient? Est-ce que parmi les enfants, il y en a qui ronflent? Donc, on va s'intéresser un peu à l'histoire de la famille, aussi bien pour la roncopathie que pour l'obésité. On va chercher à savoir est-ce qu'il y a des parents qui ont des complications cardio-neurovasculaires? Est-ce qu'il y a eu un cas de mort subite? Alors, pour la petite histoire, je vais peut-être taire le nom, mais il faut dire que nous, au Togo, on a eu un cas assez spectaculaire. C'était une autorité qui a fait une fête pour une raison que je vais passer sous silence. Et le lendemain, elle a été découverte morte, décédée. Et au départ, on a accusé les invités de l'avoir empoisonnée. Mais en réalité, moi, c'est un patient que je connaissais, que j'avais diagnostiqué. Mais bon, parfois, quand on est riche aussi, on a du mal à suivre les prescriptions. Donc, c'est un patient qui n'était pas du tout observant. Et malgré sa richesse, il a commencé à se retourner vers la tradithérapie et puis il a abandonné le traitement. Donc, il avait un syndrome de sommeil sévère. Au cours de la fête, il était tellement content qu'il s'est véritablement inondé d'alcool. Et donc, conséquence, il a inhibé le réflexe de survie, il a inhibé les micro-éveils et le matin au réveil, on l'a retrouvé décédé. Les enquêtes ont été sans suite et c'est après qu'ils ont compris que ce patient souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil et qu'il n'aurait pas dû euh, abuser de l'alcool. Alors, une fois que j'ai fini mon interrogatoire, je vais examiner mon patient. Cela passe par la mesure des paramètres anthropométriques. Je vais mesurer le périmètre, le tour de taille, donc le périmètre abdominal. Et lorsqu'il est supérieur à 80 cm chez l'homme, déjà, on parle d'obésité. Et chez la femme, la barre est rehaussée à 94 cm. Je vais mesurer, calculer son indice de masse corporelle. Et si son indice de masse corporelle est compris entre 18,5 et 25, enfin, s'il est inférieur à 25, c'est une corpulence qui est plutôt normale. Et plus l'indice de masse corporelle augmente, plus on va passer de surpoids jusqu'à obésité massive. Mais il faut noter, certes, c'est vrai que la plus grande proportion de sujets apnéiques sont des sujets obèses, mais il y a également des sujets de corpulence normale qui souffrent d'apnée du sommeil, soit du fait de la présence d'anomalies au niveau de la sphère ORL, soit parce que ces patients-là sont des patients qui ont certains comportements, notamment le tabagisme. Alors, plus que l'obésité abdominale, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la circonférence du cou, qui va être mesurée avec un mètre ruban. Et le risque d'appui sommeil est présent lorsque chez la femme, le tour de cou est supérieur à 41 cm et l'homme, c'est supérieur à 44 cm. Alors, on peut déterminer, une fois qu'on a mesuré le tour de cou, on peut déterminer un autre paramètre qui est la circonférence du cou ajustée, qui va consister à ajouter au, à la mesure observée. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, supposons que j'ai mesuré mon tour de cou et puis je suis à 40. Si je suis à 40, si je suis hyper tendu, je vais ajouter plus 4. Donc, je passe à 44. Si mon entourage dit que je fais souvent des arrêts respiratoires pendant le sommeil, ou bien si moi-même, j'ai noté que dans le sommeil, je suis souvent, j'ai une sensation
d'asphyxie, d'étouffement, ça fait plus 3. Donc, ça me fait 47. Et si je suis ronfleur, ça me fait encore plus 3. Je suis à 50. Et à 50, je me retrouve dans cette catégorie-là. J'ai un risque élevé de syndrome d'apnée du sommeil. Il y a d'autres scores qui permettent d'évaluer la probabilité clinique du syndrome d'apnée du sommeil. On va en reparler tout à l'heure. Donc, je suis au niveau de mon examen physique. Je vais rechercher, mesurer la tension artérielle de mon patient. Je vais rechercher une notion d'hypertension artérielle. Et parfois, lorsque les patients ont un appareil de tension, ils vont nous dire que les matins, le matin au réveil, ma tension est élevée. Elle est plus élevée que le soir au coucher, ce qui est tout à fait normal puisque le patient au cours du sommeil était en proie à un véritable stress oxydatif qui va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. On peut être amené à demander la mesure ambulatoire de la pression artérielle au patient et on va noter que ce patient a tendance à faire au cours du sommeil des pics, des poussées hypertensives pendant le sommeil. On va examiner la sphère ORL en recherchant en particulier des anomalies crânio-faciales. Il va s'agir de rechercher au niveau endobuccal, voir s'il y a une hypertrophie des amygdales. On va regarder les amygdales pour voir leur volume. On va voir le voile du palais. Si on n'est pas très expérimenté, on peut le confier à un médecin ORL parce que il faut noter que la prise en charge du syndrome de l'apnée du sommeil est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. On ne se met pas seul dans son coin pour prendre en charge un patient. Il faut savoir passer la main à son confrère qui a plus d'expérience dans un domaine précis. Donc, ce que va faire le confrère, il va évaluer l'ouverture, enfin, la présence des amygdales par le score de Friedman et l'ouverture par ce qu'on appelle le score de Malapranti. Donc, au fur et à mesure que le, les amygdales sont obstructives, on va passer du grade 0 au grade 1, au grade 2, au grade 3. Et lorsque les amygdales sont complètement obstructives et qu'elles se touchent même, ça fait le grade 4. Et ces patients-là sont des patients qui vont souvent se plaindre d'angines à répétition. L'ouverture, le score de Malapranti est un score qui est beaucoup utilisé par les anesthésistes animateurs pour apprécier la possibilité d'intubation et ça a été utilisé également en somnologie. Et ça, lorsque la luette, le voile du palais est complètement visible, c'est le Malapranti 1. Et lorsque c'est complètement invisible, on est à la classe 4 de Malapranti. Ici, c'est seul le palais osseux qui est visible. Donc, le confrère ORL, si par exemple, à l'examen endobuccal, il dit que le patient a de volumineuses amygdales classées Friedman grade 4, ça veut dire que déjà, il faut avoir, au niveau thérapeutique, il faut qu'il y ait une chirurgie d'exérèse qui va permettre d'enlever ces amygdales-là. Si en revanche, c'est la base de la langue qui est assez volumineuse, bon, il y a des chirurgies qui peuvent se faire, mais elles sont des chirurgies lourdes. Et aujourd'hui, on a des traitements non invasifs qui permettent de régler le problème. Donc, toujours dans l'examen de ORL, on va apprécier le massif facial et normalement, le menton doit être aligné sur la face, sur le front, normalement. Lorsqu'il y a un décalage vers l'arrière, ça s'appelle le retrognatisme ou la retrognathie. Et lorsque c'est en avant, mais lorsqu'il y a un petit menton, c'est la micrognathie. Donc, les décalages de la mandibule donc du maxillaire inférieur, va contribuer à réduire en arrière l'oropharynx. Donc, la réduction de la lumière au niveau de l'oropharynx peut avoir une répercussion sur le passage de l'air au cours du sommeil. On va également apprécier l'harmonie des proportions. Normalement, c'est la règle des 3 tiers du front jusqu'au niveau des paupières. Ça doit correspondre
à la distance coupée entre les paupières et la base du nez, et la même distance au niveau de la base du nez jusqu'au niveau du menton. Donc, s'il y a une disproportion, cela peut également avoir une influence sur, donner une idée sur ce qui se passe au niveau de l'arrière-gorge, un effet obstructif au passage de l'air. Alors, une fois que j'ai fait rapidement mon examen clinique, il faut bien que j'enregistre mon patient. Il faut que je pose le diagnostic. Et pour ce faire, on dispose de différents types d'examens. Il y a ce qu'on appelle la polysomnographie, c'est l'examen de référence. C'est un examen qui va consister à mesurer plusieurs paramètres chez le patient. Ça se fait normalement au laboratoire, c'est-à-dire que le patient vient à l'hôpital, il va y passer dans une nuit qui est dédiée à ça, qui présente dans cette chambre-là, dans cette chambre d'hospitalisation, il y a des caméras de surveillance, il y a la température qui est réglée confortablement pour que le patient puisse avoir un bon sommeil. Et il y a plusieurs capteurs qui vont permettre de mesurer l'électroencéphalogramme, l'électrooculogramme, l'électromyogramme, le flux naso-buccal, les efforts respiratoires, l'oxymétrie. Donc, plusieurs paramètres sont mesurés par le polysomnographe. Et l'autre intérêt du polysomnographe, c'est que ça permet de coupler les anomalies respiratoires qui seront objectivées aux différents stades du sommeil. Donc, c'est un examen qui est véritablement performant, qui est aujourd'hui le gold standard en matière de diagnostic des pathologies respiratoires liées au sommeil. Ensuite, il y a les examens de type 2, qui sont également des polysomnographes, mais qui peuvent se faire à domicile. Donc, pas forcément sous surveillance. Donc, on peut placer le patient, on peut le placer patient et il peut dormir à domicile avec. Nous, généralement, en Afrique subsaharienne, on dispose plutôt des examens de type 3, qui est un polygraphe ventilatoire avec quatre signaux. Donc, il va mesurer le flux nasobuccal, il mesure les mouvements respiratoires du sommeil, il mesure l'oxymétrie et il mesure les ronflements, les bruits trachéaux. Donc, avec ça, quand même, on peut diagnostiquer jusqu'à 98% quand même des troubles respiratoires liés au sommeil. Et il y a le type 4, qui est juste un oxymètre nocturne, qui est seulement composé d'un oxymètre qui va détecter les épisodes d'hypoxémie au cours du sommeil. Alors, donc, le polysomnographe et le polygraphe ventilatoire sont deux examens qu'on va utiliser pour poser le diagnostic d'un syndrome d'apnée du sommeil. L'oxymétrie nocturne ne permet pas de poser le diagnostic du syndrome du sommeil, mais permet, à partir du moment où il y a des épisodes de désaturation qui vont être notés à l'oxymétrie nocturne, de pousser les investigations et de faire, par exemple, de réaliser une polygraphie ventilatoire, voire une polysomnographie au patient. Donc, c'est un outil de dépistage. Donc, l'oxymétrie nocturne peut montrer des épisodes de désaturation en oxygène, même chez les patients qui souffrent, par exemple, du syndrome obésité hypoventilation. Donc, sur cette base-là, on ne peut pas poser formellement le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil. Alors, ça, c'est un début de polysomnographe. Hein, vous voyez sur la tête différents capteurs. Il y a dans la chambre une caméra qui va permettre de suivre tout le sommeil du patient, des capteurs qui vont également au niveau jambier, au niveau du cœur. Donc, c'est véritablement plusieurs capteurs qui sont utilisés au niveau oculaire, au niveau mentonnier. C'est un examen assez sophistiqué. Et de façon plus simple, hein, comme je le disais tout à l'heure, de façon courante, on a le polygraphe ventilatoire, qui est un appareil qui peut se placer sur le thorax, sur l'avant-bras, qui est fait de capteurs qui vont mesurer le flux nasal. Un capteur va mesurer les bruits tacos, donc les ronflements. Un capteur va mesurer les efforts respiratoires et un autre capteur va mesurer l'oxymétrie, donc la concentration, la variation de l'oxygène dans le sang circulant. Et puis un capteur de position qui va nous dire, par exemple, est-ce que
les anomalées surviennent dans une position particulière ou non. Ici, vous avez par exemple un tracé de polygraphie ventilatoire nocturne et sur premier tracé en haut là, vous avez normalement le flux nasal et on se rend compte qu'à un moment donné, le flux nasal est interrompu. Donc, on parle d'apnée lorsque l'interruption du flux nasal est au moins égale à 10 secondes. Donc, si c'est inférieur à 10 secondes, on ne parle pas d'apnée. L'apnée est comptabilisée à partir de 10 secondes, au moins 10 secondes. Et cette année a été étiquetée d'obstructive parce qu'on se rend compte que au cours du sommeil, il y a des efforts respiratoires qui se passent. Il y a une lutte, les mouvements thoraciques et les mouvements abdominaux sont en opposition de phase. Et on va remarquer que lorsqu'il y a l'apnée ici, ben, l'apnée va entraîner tout de suite une désaturation. Ça va être suivi d'une désaturation en oxygène. Et pendant l'apnée, bien entendu, il y a un arrêt du ronflement. Et quand l'apnée est levée, ben, les ronflements reprennent de plus belle avant de se régulariser. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder à la lecture du polygraphe. Il faut dire que pour faire, lorsque vous voulez faire une polygraphie, il faut que le patient soit seul dans la chambre. Parce que moi, il m'est arrivé j'ai donné l'instruction, mais les patients aussi font ce qu'ils veulent, que le patient doit dormir seul dans sa chambre. Il dort avec son épouse qui ronfle plus qu'elle. Et lui, à la fin, j'ai détecté qu'il y avait des ronflements, mais lui, il jurait qu'il ne ronflait pas. Je ne comprenais pas, à force d'interroger, il a avoué qu'il a dormi avec son épouse, qui, elle ronfle. Donc, finalement, on a refait la polygraphie à la dame. Cette fois-ci, ils ont respecté les consignes. Et elle souffrait véritablement d'un sommeil qui était beaucoup plus sévère même que celui de son époux. Alors, lorsqu'on fait le tracé de l'oxymétrie nocturne, on peut avoir des désaturations comme ça assez importantes en paye. Et si vous associez un capteur de flux nasal à l'oxymètre, vous pouvez avoir une régularité des ronflements. Alors, quelques cas particuliers, on va parler du syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant. C'est une affection qui n'est pas rare hein. Chez l'enfant, elle est plutôt fréquente. Et on a fait une étude au Togo, on s'est rendu compte qu'en milieu, en milieu scolaire, il y avait des enfants qui souffraient véritablement d'apnée. Cela nous a permis d'attirer l'attention des patients sur cette maladie chez les enfants. Et moi, déjà, lorsque un patient m'appelle pour une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil chez un enfant, directement, je lui demande d'aller voir d'abord un ORL. Voilà, ça c'est pour moi-même gagner du temps et leur faire gagner du temps, je leur demande d'aller voir un confrère ORL et je leur donne deux ou trois confrères ORL qui s'impliquent dans la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil. Parce que si vous envoyez un patient à un médecin ORL n'a pas conscience ou n'est pas engagé dans la prise en charge de cette affection, il ne saura pas véritablement quoi faire et puis parfois on a des retours négatifs. Donc il faut avoir des médecins, des confrères ORL qui sont impliqués dans la prise en charge ou bien si vous ne savez pas s'il est engagé ou pas, quand vous faites la prescription, vous précisez recherche d'hypertrophie amygdalienne, recherche de végétation adénoïde, recherche de cause ORL de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, il faut être assez précis sur ce que vous recherchez pour orienter le médecin, le confrère ORL. Donc, les enfants ont des symptômes qui, pour certains, sont semblables à ceux des adultes. Donc, ils auront des ronflements. Ils vont avoir tendance à avoir une respiration buccale. Donc, ils vont respirer la bouche ouverte. Ils vont avoir tendance à saliver, à baver au cours du sommeil. Ils vont beaucoup tourner dans le sommeil. Ils sont beaucoup plus agités que les adultes. Ce sont des patients qui vont avoir des comportements plutôt agressifs. Donc, ils vont aimer les jeux brutaux.
ou bien à l'inverse, ils sont apathiques, hein, ils ne sont pas très sociables, ils sont dans leur coin. Ils ont un trouble de la croissance par rapport aux autres enfants. Et vous allez noter que lorsque, après, on va faire, supposons que l'enfant souffre d'une hypertrophie des amygdales ou bien des végétations adénoïdes, si le patient, l'enfant est traité, hop, sa croissance reprend. Il va avoir une croissance normale. Cet enfant va avoir un retard scolaire dû au trouble, au trouble de la mémoire, puisqu'il n'a pas un bon sommeil, il ne va pas retenir, il va avoir tendance à oublier et les parents vont être assez sévères vis-à-vis de lui. Pourtant, c'est un enfant qui a une maladie qui passe inaperçue et qu'il aurait fallu détecter. C'est un enfant qui va se plaindre souvent de maux de gorge. Et il y a un élément important également, c'est un enfant qui peut avoir ce qu'on appelle une énurésie. Donc, l'énurésie, c'est l'enfant qui continue à faire pipi au lit, hein, au-delà de l'âge de 4 ans où il est censé avoir acquis le réflexe de contrôle sphinctérien. Donc, un enfant qui ronfle, qui a une respiration buccale, qui est incontinent, qui est agité, qui est agressif, qui ne grandit pas bien, qui a tendance à oublier à l'école, qui fait pipi au lit, qui a ce besoin de maux de gorge, c'est un enfant chez qui il faut suspecter un syndrome d'apnée du sommeil et il faut l'adresser à un confrère otorhinolaryngologiste. Sur le sujet âgé, le sujet âgé également, c'est une affection qui n'est pas rare chez le sujet âgé. Elle est assez fréquente, de l'ordre de 24 à 73%, dû au fait qu'il y a une perte de la tonicité des muscles, notamment des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. À cet âge-là, les femmes perdent la protection hormonale, hein, avec la ménopause. Du coup, en termes de fréquence, il y a une parité de genre. Et à cet âge-là, il y a également des comorbidités qui vont survenir et qui peuvent être à l'origine soit d'un syndrome d'appui du sommeil de type obstructif, soit d'un syndrome d'appui du sommeil du cycle central. Les symptômes qui vont se manifester sur les sujets âgés, ce sont des patients qui vont avoir des troubles cognitifs, hein, qui vont être liés à l'âge. On va dire, ah, papi, mamie, c'est la vieillesse, qui fait qu'elle oublie comme ça. Elle va appeler le petit-fils plusieurs fois, qui va commencer à en avoir marre que papy l'appelle ou mamie l'appelle toujours pour la même chose. C'est des patients qui vont beaucoup somnoler, qui vont avoir même une chute de leur hauteur, parce que là, il faut se demander s'il n'y a pas de petits des accidents ischémiques transitoires qui ont lieu, puisque ils peuvent avoir des complications cardiovasculaires à type d'hypertension artérielle et de troubles du rythme cardiaque qui sont assez embolisés. La femme enceinte, au cours de la grossesse, va avoir une augmentation du taux de progestérone et d'œstrogène qui peut être responsable d'une congestion au niveau nasal et au niveau pharyngé, et donc constituer un obstacle à l'origine d'un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, surtout vers le troisième trimestre de grossesse que cela va survenir. Alors, les complications, lorsque c'est un syndrome d'apnée du sommeil sévère, ça peut être responsable d'une hypertension artérielle gravidique, ça peut être responsable de prééclampsie, d'un diabète gestationnel. Chez l'enfant, chez le nouveau-né, ça peut être responsable d'une prématurité, d'un faible poids de naissance. Donc, c'est autant de complications qui peuvent survenir, surtout en fin de grossesse, euh, chez la femme qui souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil de type obstructif ou central. Et puis, il y a les formes associées. Ça peut être associé à une BPCO, sur le sujet tabagique. Ça va réaliser ce qu'on appelle l'overlap syndrome ou syndrome de chevauchement. Le syndrome de chevauchement, c'est également lorsque le syndrome d'apnée du sommeil est associé à un syndrome obésité-hypoventilation qui est défini par une pression artérielle en oxygène inférieure à 70 mm de mercure, associée à une pression partielle en CO2 supérieure à 45 mm de mercure. C'est un sujet obèse en absence d'autres affections respiratoires pouvant justifier ces troubles gazométriques. À côté de la forme obstructive, il y a la forme centrale. La forme centrale, il y a des sujets particuliers. C'est les patients âgés, c'est les patients qui ont
des complications à type d'insuffisance cardiaque, des complications neurologiques qui prennent des opiacés ou l'alcool, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des apnées centrales. Et ces apnées centrales-là se caractérisent par le fait que au cours de l'apnée, au cours donc de l'anomalie respiratoire, on assiste à un arrêt des mouvements thoraciques et abdominaux. Donc, on a un arrêt de la respiration, on a un arrêt de la respiration. Donc, il n'y a pas d'effort ventilatoire pendant l'apnée parce qu'il y a un défaut de contrôle de la mécanique respiratoire. Contrairement à l'apnée obstructive qui, au cours de l'apnée, on va avoir qu'il y a une persistance des efforts respiratoires. Donc, c'est la principale différence entre l'apnée obstructive et l'apnée centrale. Dans l'apnée centrale, il n'y a pas d'effort respiratoire pendant l'apnée. Dans l'apnée obstructive, il y a une persistance des efforts respiratoires au cours du sommeil. Alors, les signes, on a vu que ces signes sont assez polymorphes. Donc, il est important d'asseoir une démarche diagnostique pour pouvoir poser le diagnostic. Cela passe par une démarche. Il faut suspecter, il faut dépister, il faut confirmer. Alors, quand suspecter un syndrome d'apnée du sommeil, c'est devant la présence de signes évocateurs tels que annoncés précédemment. Un patient qui ronfle, un patient dont l'entourage a noté des apnées, des pauses respiratoires, un patient qui se réveille tout le temps fatigué, un patient qui est irritable, qui a été responsable d'accident de la circulation, d'accident du travail inexpliqué, qui se réveille 3, 4, 5 fois la nuit pour uriner, mais qui n'est pas diabétique, un patient qui a d'autres manifestations, aussi bien nocturnes que diurnes, est un patient chez qui il faut suspecter un syndrome d'apnée du sommeil. Et c'est surtout euh, des patients qui sont obèses, qui ont certaines complications déjà, sont diabétiques, ils ont une maladie cardiovasculaire, ils ont un asthme non contrôlé. Donc, ces patients vont être prioritaires dans la recherche du syndrome d'apnée du sommeil. Les maladies cardiovasculaires en question, c'est les coronaropathies, c'est l'hypertension artérielle résistante au traitement. On ne dit pas d'hypertension artérielle résistante ou rebelle lorsque c'est un patient qui est sous triple thérapie, incluant un diurétique, et qui, malgré ça, on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser son hypertension artérielle. Les patients, les autres complications cardiovasculaires, ce sont les troubles du rythme cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est l'hypertension artérielle portale, pulmonaire, c'est l'insuffisance cardiaque. Et pour évaluer le risque ou la probabilité clinique du SARS, il y a certains outils qui peuvent nous aider, notamment le STOP, le questionnaire, le STOP Bank questionnaire, le score de Berlin, le NOSAS ou encore, chez les enfants, le questionnaire de Spruitt-Gozal. Alors, le STOP Bank, c'est un questionnaire simple. C'est 8 questions à poser aux patients. C'est en anglais. La traduction en français donne ceci. Est-ce que vous ronflez? Oui ou non? C'est une réponse, soit c'est oui, soit c'est non. Si le patient dit qu'il ronfle, ça fait 1. S'il ne ronfle pas, ça fait 0. Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué en journée? Ou bien est-ce qu'il vous arrive de somnoler pendant la journée? S'il répond oui, ça fait 1. S'il répond non, ça fait 0. Est-ce que quelqu'un a remarqué que votre respiration s'arrête pendant le sommeil? Ou bien avez-vous l'impression d'être étouffé pendant votre sommeil? Oui, ça fait 1. Non, ça fait 0. Êtes-vous hypertendu? Prenez-vous des médicaments contre la tension, contre l'hypertension artérielle? Oui ou non? On va déterminer son indice de masse corporelle. Si c'est supérieur à 35 kg par mètre carré, ça fait 1. S'il a un âge supérieur à 50 ans, ça fait 1. On mesure la circonférence du cou, que ce soit l'homme ou la femme, dès l'instant que c'est supérieur à 40 cm, ça fait 1. Et si c'est un homme, ça fait 1. On totalise les points obtenus. Si le score est inférieur ou égal à 2, le risque est plutôt faible. Si le score est compris entre 3 et 4, le risque est plutôt modéré. Et si le score est supérieur à 4, le risque est élevé. Donc, c'est un très bon outil de dépistage qui se fait facilement
en consultation de routine. Après, vous avez un autre questionnaire qui est le questionnaire de Berlin. Le questionnaire Berlin associe trois catégories. Donc, il y a une catégorie de questions qui vont porter sur le renflement, une autre catégorie qui va porter sur la somnolence et une troisième catégorie qui va porter sur les facteurs de risque. Alors, il faut noter ici que les points attribués sont de deux ordres. Si vous voulez utiliser le questionnaire Berner, vous devez soit utiliser un questionnaire en couleur, parce que les réponses en bleu, telles que présentées, lorsqu'ils sont présents, lorsque ces réponses sont cochées par le patient, ça lui confère un point. C'est-à-dire, si par exemple, mon patient me dit qu'il ronfle, ça fait un point. Si c'est non, je ne sais pas, ça fait zéro. Si mon patient me dit qu'il ronfle très fort, ça fait un point. S'il me dit que c'est plutôt léger, ça fait zéro. Mais il y a trois réponses qui vont porter, qui vont valoir 2 points. Si les pauses respiratoires sont quasi quotidiennes, ça fait 2 points. Si les pauses sur le patient est hyper tendu, ça fait 2 points. Donc, pour chaque catégorie, je vais mettre le total du score là. Et à la fin, je vais dire qu'une catégorie est considérée comme positive si son score est supérieur ou égal à 2. Donc, si par exemple, mon patient, il me dit qu'il ronfle presque tous les jours et que les pauses respiratoires sont quasi constantes, ça veut dire que ça me fait un point, plus 2 points, ça fait 4. Donc ici, il a 4. Et donc, cette catégorie-là, elle est positive. Je vais faire pareil pour les autres. Si ici, il est hypertendu, d'office, ça fait, cette catégorie est positive. Et donc, mon sujet sera à faible risque s'il y a moins, si c'est seulement une catégorie ou bien 0 catégorie qui soit positive. Dès l'instant qu'il y a 2 catégories au moins qui sont positives, le risque est élevé. Un autre questionnaire, c'est le NOSAS, qui a été développé par un Suisse, qui va s'intéresser au taux de cou. S'il est supérieur à 40 cm, c'est 4 points. Si la corpulence, l'indice de masse corporelle, est compris entre 25 et 30, c'est 3 points. Si c'est supérieur à 30, ça fait 5 points. Si le patient est ronfleur, ça fait 2 points. Si le patient est âgé de plus de 55 ans, ça fait 4 points. Et s'il a du sexe masculin, ça fait 2 points. Et si au total, le patient a un total de 8 points et plus, cela est plus, le score est élevé, plus la probabilité clinique de SAS est également élevée. Donc, chez les enfants, il y a ce questionnaire de Scott-Gozal, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, qui permet d'évaluer la probabilité clinique de ça sur l'enfant. Mais personnellement, dès l'instant qu'il y a une suspicion, aussi minime soit-elle, je préfère tout de suite l'envoyer au confrère ORL. Donc, après avoir évalué la probabilité clinique, il faut que je mesure donc les paramètres anthropométriques, le poids, la taille, le périmètre abdominal, le tour du cou. Certains vont me permettre même de pouvoir répondre au questionnaire de Stockbank, de Berlin, de NOSAS, dont je les aurais déjà pris. Je vais mesurer la tension artérielle pour voir si mon patient, quand je l'ai eu, est hypertendu. Je vais procéder à un examen physique sommaire ORL ou approfondi selon mes compétences, sinon je vais l'envoyer au confrère ORL. Et une fois que cela est fait, il faut noter que l'interrogatoire, l'examen physique seul ne suffit pas pour poser. Ça peut renforcer ma suspicion diagnostique, mais il me faut aller plus loin. Il me faut faire des investigations qui vont reposer, comme recommandé, sur une polygraphie ventilatoire nocturne. Donc, c'est vrai que la polysomnographie est l'examen de référence, mais on n'a pas forcément besoin d'aller à ce niveau-là. La polygraphie ventilatoire, à près de 80-90% des cas, si elle est bien faite, permet de poser le diagnostic avec certitude d'un syndrome d'apnée du sommeil. Maintenant, c'est dans les cas, des cas de doute, lorsque il y a une discordance entre les manifestations rapportées par le patient
et les signes polygraphiques qu'on peut être amené à faire une polysomnographie, ou bien lorsque, par exemple, il y a une suspicion d'autres maladies, je fais, par exemple, l'évaluation du score d'Epworth et je me rends compte que mon patient, il a 17 ou bien 18. Je suspecte, par exemple, une narcolepsie. En ce moment-là, je vais demander à faire une polygraphie, une polysomnographie. Donc, en fin de compte, pour retenir le diagnostic de l'apnée du sommeil, on se repose sur les critères de l'American Academy of Sleep Medicine qui dit qu'il y a ce nombre d'apnées du sommeil lorsqu'il y a le critère A ou le critère B associé obligatoirement au critère C. C'est-à-dire, le critère A, c'est lorsque mon patient se plaint d'une somnolence diurne excessive non expliquée par d'autres facteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un patient qui a fait la garde, qui est descendu, qui est somnolent. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris un somnifère pour dormir. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris de l'alcool la veille pour dormir. C'est un patient qui a une somnolence diurne excessive qui n'est pas expliquée par un autre facteur. Donc, s'il y a ce critère-là déjà, c'est un élément. Le critère B, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux critères, deux éléments parmi un certain nombre de signes. Si mon patient ronfle, il a, par exemple, des épisodes d'étouffement, s'il a un sommeil non réparateur, s'il est souvent fatigué, s'il a une utilité, à partir de l'instant qu'il a au moins deux des symptômes parmi ces symptômes-là, ça fait critère B positif. Donc, soit le critère A est présent et ou le critère B est présent, mais il faut obligatoirement qu'il y ait le critère C. Le critère C, c'est que j'ai fait un enregistrement de la respiration au cours du sommeil à mon patient, soit par polygraphie ventilatoire, soit par polysomnographie, et j'ai déterminé que mon patient a un index d'apnée-hypopnée qui est supérieur ou égal à 5 par heure. À partir du moment où il y a un critère A associé au critère B, au critère C, deux critères B associés au critère C, ou bien le critère A plus le critère B et le critère C, je confirme que mon patient souffre de syndrome d'apnée du sommeil. Chez l'enfant, le seuil est ramené à 1. L'index d'apnée-hypopnée est, lorsqu'il est supérieur à 1, il est positif. Chez l'adulte, il faut qu'il soit supérieur à 5. Chez l'enfant, le seuil est abaissé à 1. Ce n'est pas normal qu'un enfant fasse des apnées. Alors, j'ai posé mon diagnostic. Je dois maintenant classer selon la sévérité de la maladie et je vais me baser sur trois éléments, sur l'importance de la somnolence diurne, sur l'index d'apnée-hypopnée et sur la présence de comorbidité. Donc, en fonction de la somnolence diurne, s'il y a une somnolence légère, bon, sans répercussion sur la vie socio-professionnelle, je vais dire que la somnolence est légère. La somnolence va être considérée comme modérée s'il y a une répercussion sur la vie sociale ou professionnelle, ou bien si ça apparaît seulement lorsque le sujet est passif. La somnolence va être sévère si ça perturbe considérablement la vie socio-professionnelle du patient et si ça apparaît lorsque le patient est actif, il est en train de manger, de converser, de conduire et puis somnole. Donc, c'est une somnolence qui va être sévère. En fonction de l'index d'apnée-hypopnée, le syndrome d'apnée sommeil va être classé de léger si cet index-là est compris entre 5 et 14. Il est modéré s'il est compris entre 15 et 29. Et s'il est supérieur ou égal à 30, c'est un syndrome d'apnée sommeil sévère. Et en fonction de la présence de comorbidité, je vais voir est-ce que le malade souffre déjà d'une complication cardiaque, vasculaire, d'une complication métabolique. Est-ce qu'il a une comorbidité respiratoire associée, PPCO, asthme? Est-ce que c'est un patient qui a déjà eu un accident de travail, un accident de la circulation? Est-ce que c'est une femme enceinte? Et donc, pour classer le niveau de sévérité, il faut prendre en compte deux composantes au moins. Donc, soit je vais me baser sur l'index d'apnée-hypopnée, sur l'importance de la somnolence, sur la présence de comorbidité. Et donc, pour classer la sévérité, je vais prendre la composante la plus sévère. Mon patient peut par exemple avoir un syndrome d'apnée sommeil léger.
donc compris avec un indice apicopné compris entre 5 et 15. Mais il a une somnolence sévère. Même en étant actif, il somnole. Donc, la sévérité de la somnolence va faire que je vais reclasser mon patient en syndrome d'apnée du sommeil obstructif sévère. Donc, je vais prendre la composante la plus sévère. Ou bien, il a un syndrome d'apnée du sommeil léger, 5, entre 5 et 15, tendance d'apnée hypopnée, mais il a une hypertension artérielle rebelle au traitement. Ça, ça me permet de reclasser la sévérité du syndrome d'apnée du sommeil. Je vais dire qu'il est sévère. Parce que je vais en tenir compte après pour les indications thérapeutiques. Une fois que mon diagnostic est posé et que j'ai classé la sévérité, il faut quand même que je limite les causes d'erreur. Donc, devant un ronflement, les ronflements peuvent être dus au surpoids, à la prise de somnifères, à une congestion nasale, à la prise d'alcool. Il y a des patients qui vont ronfler seulement lorsqu'ils sont fatigués. Donc, ce n'est pas tous les ronfleurs qui souffrent du syndrome d'apnée sommeil, mais c'est parmi les ronfleurs qu'on va trouver 80% des malades qui souffrent d'apnée sommeil. Donc, il y a ces causes d'erreur-là qu'il faut savoir identifier. Mon patient est venu, je l'ai dépisté parce qu'il est ronfleur. J'ai un index d'apnée comprimé qui me semble normal. Donc, je ne dois pas forcément penser qu'il souffre d'apnée sommeil. Il peut avoir des ronflements simples liés soit au surpoids, soit à une congestion nasale, soit à la prise d'alcool, soit parce qu'il était particulièrement fatigué. Devant la lecturie, il faut éliminer en premier un diabète. Il faut faire une glycémie pour voir une glycémie à jeun pour voir si le malade est diabétique ou non. Quoique le diabète peut être une complication du syndrome d'apnée du sommeil et donc être associé à la maladie. Il faut éliminer une maladie prostatique, donc une hypertrophie de la prostate, voire un cancer de la prostate. Devant la présence des symptômes à type de céphalée, il faut rechercher une sinusite, une hypertension artérielle. Il faut voir si le patient ne souffre pas de glaucome. Lorsque le patient signale un sommeil non récupérateur, il faut rechercher, voir si dans son entourage immédiat, il n'y a pas une chaîne sociale, il n'y a pas une église euh, qui, qui fait des messes tard la nuit, il n'y a pas un bar qui anime jusque tard dans la nuit, voir si lui-même ne dort pas avec un sujet qui est ronfleur, voir si ce n'est pas un patient qui a le nez dans son ordinateur tout le temps, qui est sur Facebook, qui est sur WhatsApp toute la nuit, si ce n'est pas quelqu'un qui a un stress particulier, qui est anxieux, ou bien qui a d'autres maladies neurologiques. Et devant la somnolence excessive, il faut voir s'il n'y a pas une prise de somnifère, de certains antihistaminiques dont l'effet secondaire peut être la somnolence, voir si le patient n'a pas une mauvaise hygiène de sommeil, si ce n'est pas un couche-tard, si ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de faire la fête, et puis voir s'il n'y a pas d'autres affections neurologiques qui peuvent expliquer cette somnolence excessive. Alors, une fois les causes d'erreur éliminées, il convient de déterminer l'étiologie de la maladie. Et pour ça, il y a trois catégories d'infections qu'il faut chercher au niveau anthropométrique, donc morphologique, au niveau comportemental et au niveau constitutionnel. Donc, les causes comportementales, c'est lorsque le patient prend l'alcool, c'est lorsque le patient prend les somnifères, les antihistaminiques le soir. Ce sont des comportements à bannir, le tabac à bannir pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Les causes constitutionnelles, c'est des patients qui ont des malformations crânio-faciales qui peuvent expliquer, justifier ces anomalies respiratoires-là. Donc, ça va être détecté par les confrères ORL. Alors, on en arrive au traitement. J'ai posé mon diagnostic. Il faut maintenant que je traite mon patient. La première chose à retenir, c'est que le traitement est pluridisciplinaire. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la prise en charge de cette affection-là. Il y a le pneumologue, il y a le cardiologue, le neurologue, le médecin ORL, le chirurgien métabolique qui va faire la chirurgie bariatrique, le nutritionniste, le diététicien, le médecin du sport, le psychologue qui a un rôle important et le médecin traitant du patient qui va déclencher qui va conduire le patient dans un circuit de soins adapté. Donc, c'est tous ces professionnels de santé-là qui doivent collaborer
pour une meilleure prise en charge du patient. Le but, c'est que on puisse éviter, le traitement doit viser à éviter le collapsus respiratoire devant un supérieur au cours du sommeil, corriger les symptômes, lutter contre les facteurs favorisants et éviter les complications. Pour ce faire, on dispose de différentes méthodes, de différents moyens. Il y a les moyens, les mesures générales, il y a le traitement instrumental, le traitement chirurgical. Comme mesure générale, c'est les mesures hygiéno-diététiques, donc arrêt de l'alcool, des sédatifs, du café, surtout le soir. On va conseiller une activité physique régulière. On va conseiller aux patients de perdre du poids. On va conseiller une alimentation saine, éviter les aliments gras. On va lui suggérer une hygiène du sommeil, donc essayer de dormir à heure fixe, hein, la lumière éteinte, puisque la lumière stimule le système nerveux dans le calme. On va préconiser pour certains patients d'éviter le sport après 18 heures et puis éviter surtout, hein, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs au lit. Hein. On va leur déconseiller d'avoir une télévision dans la chambre. Hein. Ils doivent être en condition pour dormir. Donc, tout ce qui peut les perturber, hein, doivent être évités. Il va falloir soutenir le patient, un accompagnement psychologique. L'entourage a un grand rôle à jouer dans la prise en charge de ce patient-là. Et puis, pour des patients qui ont ce qu'on appelle un SAS positionnel, on va préconiser un traitement postural. Ils vont apprendre à dormir sur le côté. Parfois, on peut confectionner certains dispositifs qui vont les empêcher de dormir sur le dos. Et puis, dans le cas où le syndrome d'apnée du sommeil est modéré à sévère, c'est le traitement de référence qui va être proposé. Il y a qui est l'appareil de pression positive continue, qui est le traitement de référence. Il faut dire qu'on vient de très loin, hein, de très loin. Le premier qui a été découvert par Sullivan, s'il était volumineux comme ça, hein, c'est comme une petite armoire. Et puis aujourd'hui, on a de toutes petites PPC, hein, même les PPC de voyage que les gens utilisent dans l'avion, qui sont là, qui peuvent être connectés même au smartphone. Donc, de façon classique, les PPC vont se présenter comme ça. Vous avez des PPC de cette marque, de cette taille, dont je passe sous silence les noms commerciaux. Donc, vous avez l'appareil proprement dit, il y a un circuit d'air, et puis vous avez une interface. Donc là, vous avez un masque narinaire. Quand ça couvre le nez, c'est un masque nasal. Quand ça couvre le nez et la bouche, c'est un masque facial. Donc, en fonction de la préférence du patient, on va être amené à utiliser un masque narinaire, un masque nasal ou un masque facial. Généralement, on prescrit les masques nasaux qui sont assez bien supportés par les patients. Maintenant, il y a des patients qui peuvent avoir quelques soucis au niveau de l'arrêt du nez. À ces patients-là, on va prescrire des masques narinaires. Donc, le rôle des PPC, des appareils de pression positive continue, ce n'est pas de délivrer de l'oxygène au patient. Ça, il faut l'expliquer au patient. Pas du tout. Ce n'est pas de l'oxygène. Le patient n'a aucun problème d'oxygène. Le patient a un problème d'obstruction des voies aériennes dû à une pression négative dite de succion. Donc, il faut un appareil qui va délivrer en permanence une pression positive qui va s'opposer à la pression de succion. Donc, c'est le rôle que joue l'appareil de pression positive continue. Donc, une fois que le patient met en place sa PPC, l'appareil va lui délivrer une pression positive en continu qui va être détectée, qui va être pré-réglée par le médecin traitant. Autre appareil ou instrument qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle l'antenne avancée mandibulaire, qui est un instrument qui se met dans la bouche et qui va être surtout utilisé pour faire avancer soit la mâchoire supérieure, soit la mâchoire inférieure, selon le niveau de décalage. Donc, ça va être millimétré, ça va être augmenté progressivement jusqu'à avoir une satisfaction du réglage. Donc, progressivement, on va avancer de millimètre par millimètre jusqu'à avoir une satisfaction en termes d'ouverture des voies aériennes supérieures. Et puis, il y a les traitements chirurgicaux.
là, je vais insister sur sur deux en particulier. Sur les enfants, vraiment, il y a l'ORL, le traitement ORL qui est assez spectaculaire, qui va consister à la résection des amygdales, à la résection des végétations adénoïdes. Les végétations adénoïdes peuvent déjà être, retirées avant l'âge de 4 ans, mais les amygdales, du fait de leur rôle immunitaire, les confrères vont le plus souvent attendre que l'enfant ait au moins 4 à 5 ans avant de faire l'ablation des amygdales. Il y a également la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique qui va être intéressante parce que elle va permettre aux patients de perdre suffisamment de poids. Elle va être indiquée pour les patients qui ont une obésité sévère, une obésité véritablement sévère, avec ou non un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Et puis, un traitement qui est assez prometteur, qui n'est pas encore vulgarisé, c'est la stimulation du nerf hypoglosse, qui est un traitement électrique qui permet de stimuler régulièrement le nerf hypoglosse au cours du sommeil pour stimuler les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures pour lutter contre l'obstruction au niveau des voies aériennes supérieures. Et en plus de ça, il faut bien entendu prendre en charge les facteurs de risque, les comorbidités, l'hypertension artérielle. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous mettez en place un traitement en ventilation par pression positive continue, le patient qui était hypertendu, qui était sous 3 antihypertenseurs, hein, le confrère peut être amené à mettre juste un seul médicament antihypertenseur. Les patients diabétiques, une fois ils sont sous traitement de pression positive continue et qui sont observants de le traitement, le diabète va être équilibré et il peut passer d'un traitement d'une insulinothérapie à un traitement à base d'antidiabétiques par voie orale. Alors, quelles sont les indications? Dans tous les cas, les mesures générales s'imposent. Hein, les mesures hygiéno-diététiques s'imposent. Chez les patients qui souffrent de syndrome d'apnée du sommeil sévère, on va prescrire avec une somnolence dite importante. Il faut d'office un appareil par pression positive continue. Chez les patients qui n'ont pas accepté, qui n'acceptent pas la PPC, à ces patients-là, on va proposer l'orthèse d'avancée mandibulaire. On peut faire, chez les sujets jeunes, une chirurgie d'avancée mandibulaire. Chez les enfants, c'est la myelactotomie. En cas d'obésité morbide, ça va être la chirurgie bariatrique. Donc, ici, j'ai mis un peu les différentes recommandations selon la Société de pneumologie de langue française. Dans quel cas, chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil léger à modéré, on propose l'orthèse d'avancée mandibulaire en présentation, on propose un traitement positionnel en seconde intention, et puis, en cas de comorbidité, on peut tout de suite proposer un appareil par pression positive continue. Dans les syndromes d'apnée du sommeil sévère, d'emblée, c'est une PPC qui est proposée en première intention. Si le patient ne supporte pas cet appareil-là, on lui propose en seconde intention une orthèse d'avancée mandibulaire. Et s'il est intolérant, on va lui proposer en troisième intention une chirurgie. Chez les enfants, et là, je ne cesserai d'insister, chez les enfants, le traitement est véritablement spectaculaire. Les causes ORL sont au premier plan, en dehors des enfants qui sont particulièrement obèses. Les causes ORL sont au premier plan. Donc, l'hypertrophie des amygdales, la présence de végétation adénoïde, il suffit de les confier à un confrère ORL qui va se charger de faire l'ablation et puis l'enfant retrouve une vie normale. Alors, une fois on met en place un traitement par PPC, il faut quand même surveiller le patient pendant à peu près 2, 3 ans. C'est un traitement ce n'est pas un traitement banal, c'est un traitement qui mérite d'être suivi parce que on peut, à un moment donné, être amené soit à augmenter la pression thérapeutique, soit à diminuer la pression thérapeutique. Ou bien, on peut également se rendre compte que le patient n'utilise pas correctement son appareil et on peut faire une nouvelle éducation thérapeutique pour lui apprendre comment utiliser l'appareil, apprendre également comment entretenir son appareil. Donc, c'est important de suivre les patients qui souffrent de syndrome apnée du sommeil et à qui on a mis en place un traitement par ventilation en pression positive continue. Alors, que retenir de notre message? On retiendra de façon globale que le syndrome d'apnée du sommeil est une interruption. Ce sont des anomalies respiratoires qui surviennent au cours du sommeil, marquées
par des hypopnées et des apnées qui vont être responsables de manifestations d'iones, de manifestations qui vont être objectivées au cours de la journée à l'état d'éveil. On va noter que le type obstructif est prédominant et que les principaux facteurs de risque, c'est l'obésité, c'est l'âge et c'est le sexe masculin et la présence d'anomalies crânio-faciales. La physiopathologie est dominée par la proliférité des voies aériennes supérieures du fait du déséquilibre du rapport de force entre les forces oppulsives et les forces dilatatrices qui vont entraîner à la longue une hypoxémie intermittente avec un risque de complications cardiovasculaires, métaboliques et neurologiques. Le diagnostic passe par l'identification des signes fonctionnels cardinaux que sont les ronflements, les pauses respiratoires et la somnolence diurne. La confirmation repose sur un enregistrement de la respiration du sommeil. Ça va être essentiellement la polygraphie ventilatoire. La sévérité du sommeil va être basée sur l'index d'apnée hypopnée du sommeil, sur la sévérité de la somnolence, sur la présence ou non de comorbidité. Le traitement de référence, c'est le traitement par pression positive continue. Et ce traitement-là doit être accompagné par une équipe médicale qui va permettre à ce que le patient soit observant. On va terminer en disant que dépister les cas de syndrome d'apnée du sommeil, c'est sauver des vies. Et nous espérons que à partir d'aujourd'hui, les confrères pourront dépister des cas qui vont adresser, qui vont introduire dans un circuit de soins adapté. Dans tous les pays d'Afrique subsaharienne aujourd'hui, il y a des médecins, des cardiologues, des pneumologues, des médecins ORL qui prennent en charge le syndrome d'apnée du sommeil. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci vraiment pour ce cours qui était vraiment, vraiment intéressant. Nous allons commencer la deuxième partie, celle de la phase de questions-réponses. Donc, c'est toujours le même mot. Si vous avez une question, une préoccupation, quelque chose à dire, il suffit de lever la main et vous aurez la parole. Il n'y a pas encore de main levée, chose que je comprends, puisque le cours était vraiment explicite. Si vous avez envie de dire, n'hésitez pas, la parole est à vous. S'il n'y a pas de questions, professeur, je vais vous demander alors de bien vouloir nous dire ce qui est vraiment important. Je sais que vous l'avez déjà dit dans vos take-home messages, mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on retienne de cette séance? Oui, je voudrais qu'on retienne que le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie qui n'est pas si rare que ça. Elle est bien fréquente, on la banalise, mais pourtant, elle va être responsable de complications. C'est bien dommage que les patients arrivent à des complications avant d'être diagnostiqués apnéiques, alors qu'on aurait pu éviter l'évolution vers ces complications-là. C'est tout simple. Il faut simplement que lorsque je reçois un patient, j'applique un certain nombre de questions. Ça peut être même le stop band. Le stop band, en quelques minutes, j'ai évalué la propriété clinique. Et si le patient est à risque modéré à sévère de souffrir de syndrome d'apnée du sommeil, je l'oriente vers un confrère qui est formé à la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil. Il y a des formations qui se font au Bénin, par exemple. Je sais qu'il y a un master qui est ouvert à l'université pour les pathologies du sommeil en général, les pathologies respiratoires liées au sommeil en particulier. Donc, et il y a des formations comme celle que le REMA fait, qui se font de façon régulière pour sensibiliser non seulement la population, mais également les confrères. Donc, il ne faut pas hésiter à dépister, il ne faut pas hésiter à orienter les patients dans un circuit de soins adapté. Merci beaucoup à vous pour ce message fort que vous nous envoyez. Merci et je profite pour annoncer le prochain webinaire de formation qui aura pour thème la prise en charge de l'ulcère gastro-duodénal et c'est pour le samedi 11
Le samedi 18, nous aurons la prise en charge du polytraumatisme qui sera animée par un professeur de Burkina Faso. Je vais demander à mon confrère Rosario de Vien vouloir vous envoyer dans la messagerie la procédure d'obtention de l'attestation ce jour. Et je soin de vous. Soyez connectés à REMA au travers de nos pages sur les réseaux sociaux, mais également de notre interface de formation continue REMA Learning. Prenez bien soin de vous et on se dit à samedi prochain à 9h GMT. À plus. Merci S'il vous plaît, beaucoup, j'ai une professeur. question. J'ai une question, Prenez s'il bien vous soin plaît. de vous. Allô? Oui, allez-y, allez-y, docteur. Oui, oui, non, non, je voulais remercier le professeur Léopold. C'est vraiment en 2 heures, on a parcouru un peu les grands aspects de la problématique. Mais moi, je voulais voir un peu l'auditoire parce que j'étais pas à la réunion, mais quand j'ai vu sur la plateforme santé de l'EPT, c'était très bien. Mais est-ce qu'on va pas un peu révisiter un peu ça, c'est un cours au niveau de la fac, quoi. Bon, maintenant, parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas une grande connaissance de tout ça. Est-ce qu'on va pas un peu remodeler ça? Bon, quitte maintenant à voir les spécialistes ou les médecins qui sont parmi nous. Bon, ça c'est un peu. Donc c'est juste, c'est vrai parce que la question qui s'est posée, c'est que souvent vous avez des questions comme ça au niveau des églises, etc. Il faut, voilà. Donc peut-être il faut peut-être qu'on redimensionne, etc. Tous ces aspects par rapport aux besoins réels de terrain. Hein, vous êtes en train de faire une célébration, quelqu'un qui tombe, voilà. Donc, il faut faire des gestes rapides, etc. Bon, donc c'est juste une suggestion. Une suggestion. Sinon, j'ai beaucoup vraiment aimé cela. Et encore une fois, merci au professeur pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci pour votre question. Pour essayer de répondre, d'abord, je dirais que les formations de REMA, c'est-à-dire les webinaires que nous faisons, généralement, c'est adressé aux professionnels de la santé. Pour ce coup précisément, c'était beaucoup plus adressé aux médecins, aux étudiants en médecine, déjà en année de pathologie et tous ceux qui s'intéressent justement à la question de l'apnée du sommeil. C'est généralement ce public cible. En fonction d'autres thématiques, on peut avoir des sages-femmes, on peut avoir des infirmiers également. Donc, c'est ce que je peux répondre. Peut-être que dans l'assistance, il y a des profils qui ne répondent peut-être pas à tout ce que je viens de dire. Ils peuvent l'écrire dans la messagerie, on va le lire. C'est déjà ce que je peux dire. Et professeur, si vous avez quelque chose à ajouter, il n'y a pas de souci, la parole est à vous. Bon, c'est vrai que la présentation a été confessionnée parce que le public cible, c'était les médecins, les confrères. Bon, maintenant, si c'est ouvert également au grand public, peut-être qu'une autre présentation pourra se faire avec un langage beaucoup plus simplifié, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si le docteur a eu la réponse à sa question. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon. Ok. Parce que j'ai pas assisté à la dernière réunion, peut-être que là où je... Sinon, euh, bon, c'est bien, hein, ça c'est vraiment une formation qui permet de pouvoir rafraîchir les mémoires. Mais comme les cibles sont bien définies, je crois qu'il n'y a pas de souci. Mais peut-être à la suite, il faut qu'on voit clairement au niveau des commissions de santé des paroisses quelles sont les affections qui arrivent souvent pour qu'on puisse aussi orienter les gens. C'est vrai que les compétences sont là, c'est souvent les infirmiers, etc. Mais on pourrait davantage aussi renforcer les capacités de ce genre de profil. Encore une fois, merci au professeur pour Je tout. vous en Merci. prie, docteur. Mais je pense qu'on va y penser. Sinon, généralement, les formations de REMA sont adressées aux professionnels de santé. Et l'objectif, c'est de pouvoir nous permettre de nous réactualiser parce que après les facs de médecine, on n'a pas souvent la chance de se réactualiser. Mais je pense que votre doléance sera prise en compte également. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. À samedi prochain, 9h GMT.